Mmh. Et le sport, du coup, a vraiment toujours fait partie de ma vie. Et ça a été notamment lorsque j'ai eu mon premier enfant, là, ça a été très difficile pour moi parce que c'est quand même une grosse gifle d'avoir un enfant. Après, il y en a qui l'accueillent très bien. Pour Ah moi, ça a été une franchement, grosse gifle. je sais de quoi tu parles. J'ai Anis depuis 6 épisodes. Ah, ça, et encore, c'est rien, tu vois. C'est 2 heures par semaine. C'est pas la nuit, tu vois. Ouais, toutes les deux Ah, heures, moi, j'en ai une. on est en garde partagée avec YouTube, ça va. Mais Ouais. j'arrivais pas du tout à rentrer dans le mood de l'école, à apprendre, à me mettre devant un livre, à comprendre des choses, à écouter pendant 2 heures dans un amphithéâtre. Ça me parlait pas, quoi. J'arrivais pas. Et c Tu vois, on n'est pas né en se disant je vais être ça, je vais être coach sur X en monétisation d'audience. T'es pas né comme ça, Vraiment. tu vois. T'es pas né avec cette ambition-là. Et moi non plus. Mais par contre, ça révèle quelque chose d'intrinsèque, c'est cette volonté d'aider les autres. Et toi, tu l'as mué en coach sur X. Moi, je le mue en coach physique. Et Riley, je sais pas. fin du podcast, les gars. Ciao. Salut à tous, bienvenue sur The Creator Economy. Là, on est sur un épisode hyper spécial, donc l'intro, on la skip. Anis, comment tu vas? Ça va super, et toi, Riley? Non, c'est un des épisodes que j'attendais le plus. Comme je vous ai dit au début, le but de ce podcast, ça va être de vous faire découvrir des créateurs, rentrer en profondeur dans leurs histoires. Et aujourd'hui, qui de mieux pour commencer que Alexis Rodriguez? Alexis, comment tu vas? Ouais, vous les gars. Parfait, bienvenue sur le podcast, Alexis. C'est la première fois qu'on se rencontre en vrai. On a beaucoup interagi, on a beaucoup parlé par tweet interposé, mais on s'était jamais vraiment parlé comme ça avant. Donc ça me fait super plaisir de faire cette rencontre. Et c'est doublement un plaisir parce que tu nous fais l'honneur, et je note, hein, je pèse mes mots, petite seconde de silence. Voilà, tu nous fais l'honneur d'être le premier invité sur le podcast. Donc Merci à vous. doublement merci à toi. Comment tu vas? Très bien, vous les gars. Non, ça va super, Alexis. Merci beaucoup d'être là, vraiment. Et comme je t'ai dit, moi, je te suis, on est ensemble depuis longtemps sur Twitter, donc on connaît un peu tous tes, tous tes petits réveils tous les matins. On doit faire du sport, tu motives beaucoup de gens. Et donc, je me suis dit que ça serait vraiment un honneur de venir et de te recevoir. Et donc, pour comprendre un peu le monstre que tu es aujourd'hui, ben, on va avoir besoin d'un peu plus de contexte par rapport à ton histoire. Donc, raconte-nous un petit peu. Carrément, Il était carrément. comment le petit Alexis, l'Alexis enfant? Enfant, assez timide. Moi, j'ai toujours été un garçon assez timide, introverti, dans ma bulle, assez apeuré du monde extérieur. Et vraiment, c'était compliqué pour moi d'interagir avec les autres. C'était vraiment compliqué. Et en fait, j'ai passé toute mon adolescence comme ça, vraiment plongé dans les jeux vidéo, l'enfance plongé dans les livres, l'adolescence, les jeux vidéo. Et en fait, ce qui s'est passé avant, c'est la puberté. Et j'ai découvert les femmes. Et là, en fait, je me suis dit, putain, quand on est introverti, quand on est timide, on chope pas de femmes, tu vois. En tout cas, moi, j'y arrivais pas. Et je me suis dit, ok, comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour avoir plus de confiance en soi? Donc, j'ai toujours fait du sport, mais des sports de combat. Et ça m'offrait pas la confiance en moi dont j'avais besoin. Surtout que quand on est jeune, c'était pas vraiment des sports de combat en mode compétitif. C'est plus de l'entretien, du judo, un peu de boxe anglaise, mais c'était pas de la compète, quoi. C'était s'entraîner pour s'entraîner. Il n'y avait pas de sens derrière. Et j'ai découvert la musculation. Je me suis dit, ok, je voyais, tu vois, on a tous grandi. En tout cas, moi, j'ai grandi avec ces héros-là, tu vois, Stallone, Schwarzy, ces films Terminator. Enfin, bref, moi, j'ai grandi là-dedans. Tu vois, arrête, ma mère va tirer. Tu vois, enfin, ces références-là, quoi. J'adore, tu vois, c'est vraiment les films que j'adore, tu vois. Anis, il en connaît aucun, mais je t'expliquerai après, Sérieux? t'inquiète. C'est Mais vieux, moi, c'est vieux. je suis entouré de vieux, moi, c'est bon. C'est pas possible. C'est les Mais films si, de base. bien sûr que je les connais tous, mais non, mais on appelle ça, c'est pas la même génération, mais Schwarzenegger et tout ça, c'est des mecs qu'on a beaucoup suivis, j'ai beaucoup regardé ça. Moi aussi, j'ai mon père qui aime beaucoup ce genre de film, donc vraiment, Mm. ça fait plaisir Il d'entendre ça. vient de nous comparer à son père, hein, je sais pas si t'as capté. Ouais, j'ai 29 ans, c'est bon, j'ai pas non plus. Mais j'approche des 30. Et donc ces films-là, tu vois, ils ont façonné mon enfance, je pense, comme beaucoup de mecs, tu vois. Et je me suis dit, ok, go, on va faire de la salle de sport, on va devenir comme Schwarzenegger. Moi, je veux être comme Schwarzenegger. J'ai compris au bout de 6 mois que c'était impossible. Ou en tout cas, qu'il fallait faire beaucoup de concessions. Enfin, faut être hardcore, tu vois, pour être un mec taillé comme Schwarzenegger. Donc, j'ai Et juste fait du sport. beaucoup de produits aussi. Ben, c'est clair. C'est clair que tu peux pas arriver à ce niveau-là naturellement, c'est impossible. Et puis, il faut être très ambitieux, bon, bref. Et moi, c'était pas mon but à l'époque. C'était vraiment, je voulais développer ma confiance en moi, aller vers les femmes et globalement me sentir bien dans ma peau. Et j'appréciais pas le reflet que j'avais dans le miroir. Je me trouvais sec, je m'appréciais pas, quoi. Je me trouvais pas
je m'appréciais pas. Donc j'ai fait du sport. J'ai fait du sport, du sport, du sport. Je me suis blessé au début, mais j'ai fait 6 mois de curl biceps, tu vois, en fait. Les 6 premiers mois, j'ai fait du curl biceps. Chaque séance, j'étais là, curl biceps, au bout de 6 mois, blessure. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai réussi à développer un bon physique. Et puis surtout, ça m'a façonné. Le sport a donc toujours fait partie de ma vie. Mais ça m'a offert comment dire, une ligne de conduite. Ça a toujours été dans ma vie et ça sera toujours là, je pense. Et ça m'a offert enfin, ça m'a offert. J'ai été chercher du coup avec ça de la confiance en moi. Et puis c'est un dépassement de soi constant. Il y a un truc très challengeant. Tous les jours, on s'arme de volonté pour faire face à ses propres challenges. Et il y a quelque chose de très positif. On en parlait avec Riley dans un des derniers épisodes. C'est que qu'est-ce qui fait augmenter l'estime de soi et la confiance en soi? C'est le fait de faire des choses difficiles. Tu vois, c'est le fait de se dire, OK, là, je suis ce type de personne pour arriver à la personne que je veux être. Et ben, le seul moyen de venir et de gagner en estime de soi, c'est de venir et de faire des choses difficiles, de se prouver à soi-même qu'on est capable de faire ces choses-là. Et en fait, il y a Ouais, que à travers le fait de faire des choses difficiles que tu apprends. Parce que ce qui se passe, c'est que tu découvres de nouveaux standards. Ça veut dire que ta tête, elle pense que tu pouvais t'arrêter là. Par exemple, tu pouvais faire une série de 10, ben, tu fais une série de 12, ben là, tu as un nouveau standard et tu peux continuer. Et en fait, tu montes cette confiance que tu as en toi et que tu avances et tu avances et tu avances. c'est exactement ça. Je trouve que c'est face à l'adversité qu'on évolue. De toute façon, on le voit bien, hein, le muscle n'est pas, le muscle, on a un exemple assez frappant, c'est que tu fais 10 pompes tous les jours, ton corps va évoluer un petit peu au début, et après ça s'arrête. Ok, il a évolué, là maintenant tu avais besoin pour faire ces 10 pompes par jour. T'en fais 10, t'en fais 15, t'en fais 16, t'en fais 20, et au bout d'un moment, c'est bon, en fait, ton corps est constamment stimulé, et ton esprit fonctionne de la même manière. Il a besoin d'être challengé, d'être stimulé, sinon tu meurs, quoi. Sinon tu D'ailleurs, meurs. ça marche pour plein d'autres trucs, hein. Si tu regardes le phénomène d'accoutumance, les gens, par exemple, qui se droguent, la première fois, ils vont prendre une dose de 1, ils vont être ouf, et au bout de 5 fois, la dose de 1, ça suffira plus, ils vont devoir prendre une plus grosse dose parce qu'il va falloir les choquer plus, et cetera, et cetera. Bien Ou sûr. des gens qui font des sports de plein air, enfin des sports, La je vais pas dire à sensation, haut là. risque. Ouais, à sensation, voilà. Ouais. Typiquement, tu vois, au bout d'un moment, ça leur suffit plus, et il faut qu'ils sautent de plus haut et qu'ils volent plus loin, et cetera. Donc c'est tout notre corps qui fonctionne comme ça, en fait. Mm. Hmm. Et le sport, du coup, a vraiment toujours fait partie de ma vie. Et ça a été notamment lorsque j'ai eu mon premier enfant, là, ça a été très difficile pour moi parce que c'est quand même une grosse gifle d'avoir un enfant. Après, il y en a qui l'accueillent très bien. Pour Ah moi, ça a été une franchement, grosse gifle, quoi. je sais de quoi tu parles. J'ai Anis depuis 6 épisodes, Ah, ça, c'est, et encore, c'est rien, tu vois. C'est 2 heures par semaine. C'est pas la nuit, tu vois. Ouais, toutes les 2 heures, on est j'en ai une. on est en garde partagée avec YouTube, ça va. Ouais, non. Donc, Je pense vas-y, je t'en prie. On est allé, bien sûr, on est allé un peu vite sur le déroulé de ce qu'on voulait savoir. Moi, j'aurais bien aimé savoir aussi un peu, nous parler un peu plus de ton enfance, d'où est-ce que tu es né? Est-ce que tu as grandi dans une famille avec des frères et sœurs ou bien est-ce que tu as été fils unique? Ah, j'ai un petit frère, donc on a grandi dans le nord de la France, près de Lille. J'ai un petit frère qui est architecte, qui a toujours. Moi, j'ai jamais su ce que je voulais faire quand j'étais petit. Lui, il a OK. toujours dit, je veux être architecte. Aujourd'hui, il est architecte, il est en Belgique, il a tracé sa voie. Et moi, j'ai jamais su ce que je voulais faire. Donc, j'ai grandi dans une famille classique, lambda, 2 enfants, un père, une mère, une maison, un grand jardin. Tout va bien, quoi. Vraiment la belle vie, tu vois. Pas de raison de se plaindre. Des tensions à la maison qui ont fini par générer une séparation des parents, comme tant et tant et tant de gens de notre génération. Bien sûr. Et en fait, une enfance tout à fait normale, tu vois. Vraiment, juste des difficultés scolaires. Je trouve pas ma voie, donc comment je peux savoir si je vais aller en S ou en ES, tu vois, est-ce que je vais Mmh. aller en L, est-ce que je vais quand t'as pas d'objectif, rien ne fait sens en fait. Moi, ça me faisait pas Mmh. de sens, tu vois, les études, parce que pas d'objectif. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une L que j'ai redoublée, puis j'ai enchaîné sur une première ES, et ensuite j'ai essayé d'aller en droit. J'ai quand même réussi à avoir mon bac, tu vois, pas grand chose, grâce à la philosophie. Genre, j'étais en bac ES, j'ai eu 17 en philo et 3 sur toutes les autres notes quasiment, tu vois. Magnifique. Ouais, genre, c'est passé à 10,001. J'étais après en fac de droit sur Lille. J'ai tenu 6 mois. Ça faisait pas de sens, donc à quoi ça servait? À côté de ça, je travaillais à KFC, 15 heures OK. par semaine. Et l'année d'après, j'ai fait une fac de STAPS. Ça faisait un peu plus de sens pour moi, mais en fait, donc STAPS, c'est le sport. Mais Ouais. j'arrivais pas du tout à rentrer dans le mood de l'école, à apprendre, à me mettre devant un livre, à comprendre des choses, à écouter pendant 2 heures dans un amphithéâtre. Ça me parlait pas, quoi. J'arrivais pas. Est-ce que tu sais aujourd'hui pourquoi?
j'ai beaucoup d'amis. Moi, comme je vous ai dit, moi, j'ai 21 ans et donc j'ai beaucoup d'amis qui sont encore en train de faire leurs études. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à suivre un truc qui ne les intéresse pas du tout. C'est-à-dire qu'ils peuvent écouter quelqu'un que si le prof explique les intéresse. Mais quand quelque chose les intéresse pas du tout, ben ils écoutent pas du tout. T'étais quel type, toi, d'élève? T'étais un Je élève qui pense, écoutait pas du tout? je pense que oui, j'étais un élève qui écoutait pas du tout. Et surtout qui, comme tu l'as dit, en fait, quand tu sens pas l'intérêt, quand tu Mmh. cernes pas quel est ton intérêt, tu vois, on le dit tout le temps, et le dit tout le temps en business. What is it in for me, tu vois? Genre, qu'est-ce qu'il y a pour moi, là, en fait? Et qu'est-ce que je vais gagner, là? Bah, t'as l'impression en cours, parfois, que tu vas rien gagner. Et que tu es là pour faire plaisir, au rectorat, aux professeurs, à tes parents. Mais qu'est-ce que toi, tu gagnes, en fait? Donc, il y a Mmh. des parcours, comme mon frère architecte, tu es obligé de faire des études d'architecte et tu as plein de choses à apprendre. Mais je pense que pour beaucoup d'entre nous, déjà, de un, on n'a pas d'objectif clair. Tu vois, on n'est pas né en se disant, je vais être ça, je vais être coach sur X en monétisation d'audience. T'es pas né comme Ouais, ça, tu vois. T'es pas né avec cette ambition-là. Et moi non plus. Mais par contre, ça révèle quelque chose d'intrinsèque, c'est cette volonté d'aider les autres. Et toi, tu l'as mué en coach sur X. Moi, je le mue en coach physique. Et Riley, je sais pas. Fin du podcast, les gars. Ciao. Celle-là, on va Mais la tu, clipper, elle sera dans l'intro. Mais mais oui. tu vois, Mais c'est. Pardon, je on t'en en prie. revient, on en revient, Alexis, à ce qu'on avait vu ensemble, ce système d'avantage à juste, le fait de venir et de trouver ce qui est bon en toi et de faire en sorte de venir et de l'amplifier un maximum. Moi, quand je suis venu et je me suis dit, OK, dans quoi je suis bon? Moi, je pense que je suis un très bon interlocuteur. Je sais que je suis très bon en prise de parole et je sais que j'ai beaucoup d'empathie envers les gens. Et donc, je me suis tourné directement vers le coaching. Et quand on est venu et qu'on a bossé ensemble, venir et te faire comprendre que quand on est sur Twitter, quand on est sur un réseau social et qu'on veut trouver son positionnement, le meilleur truc que vous pouvez faire, c'est de vous comprendre vous-même, comprendre quelles sont vos forces, comprendre quelles sont vos faiblesses, et après vous aligner vos objectifs avec vos forces et vos faiblesses. Et c'est le meilleur moyen de trouver un bon positionnement. C'est clair. Je vois tellement de gars sur. Après, là, on parle d'autre chose, mais je vois tellement de gars sur X copier-coller tous les uns les autres et pas forcément y mettre d'âme et pas forcément y mettre un sens. Enfin, tu vois, ça vient pas d'eux, quoi. C'est juste, ils ont vu que ça fonctionnait pour une personne sur X. Ils se sont dit, ok, copier, coller, appliquer. Et ils oublient la moitié des règles, la moitié des choses qui font que ça fonctionne. Et ils le font parce qu'ils ont vu quelqu'un faire quelque chose de bien avec ça. C'est pas votre histoire. Tu vois, je vois des mecs, par exemple, qui ont des talents dans des sujets où ils vont même pas en parler sur X. Ils essaient de développer un truc sur X, alors qu'ils sont, par exemple, il y a un gars sur X. Il fait de l'ultra. Il court 89 bornes, tu vois. Quand il fait une sortie, je sais pas si t'imagines faire de l'ultra, c'est hardcore. Tu dois te chier dessus, t'en peux plus, Ouais, ton c'était corps du il répond blogging, je plus. crois. Ouais, voilà, exactement. Et ça, je me dis, putain, mais si tu parlais de ça, tu développerais une audience qui se dirait, waouh, mais comment tu fais un truc pareil? Je suis persuadé, après, ça dépend des objectifs de chacun. Je suis persuadé que s'il boostait ce truc-là, qu'il montrait ce truc-là, qu'il montrait du réel, ça décollerait 1000 fois plus que ce qu'il essaie de créer actuellement. Mais encore une fois, ça, c'est que ma vision de très loin. Mais je pense qu'il y a plein de gens comme ça. Et ça, c'est le travail que toi, Anis, tu fournis sur X. Et je le vois parce que le avant-après de tout ce que tu coaches, c'est OK. Par exemple, c'est la personne qui fait du coaching des douleurs au dos, tu vois. À la base, elle faisait du copywriting. Bon, bah, pas de sens en fait. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes dans la vie. Moi, je suis kiné. Ah, ok, cool. Il y a la moitié des gens qui sont devant leur ordi sur X qui ont des problèmes de dos. Donc, il y a quelque chose à faire. C'est exactement ça. Riley, je voyais que tu voulais dire un truc sur ça. Yes. Bah, en fait, je voulais revenir sur le constat que tu as fait, Alexis, sur le fait que les gens veulent pas parler de leur spécialité et c'est un truc que j'avais appelé ça le syndrome de la bulle d'ingénieur et c'est hyper fréquent, en fait. Moi, je me souviens, j'étais en école d'ingé et c'était hyper compétitif. Tout le monde voulait performer, tout le monde voulait performer et heu et en fait, j'étais arrivé à une phase où je me disais: «Mais OK, mais en fait, le savoir que j'ai, il vaut rien parce que tout le monde a la même chose», tu vois? Tu Mm. passes tellement de temps, en fait, avec des gens qui font la même chose que toi, que inconsciemment tu commences à croire que le monde entier est comme toi, tu vois? Donc pour ton ultra runner, en fait, si le gars, il est dessus, 5, 6, 7 jours sur 7 et qu'il a une communauté d'ultra runners, inconsciemment, il finit par se dire: «Ouais, mais le monde entier, c'est tout le monde est ultra runner, donc ça sert à rien que j'en parle, en fait», tu vois? Et pourtant, pardon de te couper, c'est tellement niché. C'est ça et absolument. Mais le truc, c'est que tant que ces gens-là, tu les fais pas sortir de la bulle pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, non, 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 les gars, tout le monde n'est pas comme ça. Tu fais partie des 0-1 là. Et Mm. ça, c'est l'élément le plus dur. Ça, c'est l'élément le plus dur. Et c'est marrant parce que X fait faire l'inverse. C'est qu'X, X te fait rentrer dans une bulle où tout le monde est pareil, tu vois. Mm. Donc c'est assez étrange comme phénomène, mais moi, je le vois tout le temps aussi en conversation client, machin, tout ça, quoi. C'est fou. Mmh. Non, c'est vraiment hyper intéressant ce que vous dites et je voulais revenir sur un petit truc, Alexis, par rapport à ton enfance.
C'était quoi les trucs qui te passionnaient, toi, à côté des cours? Tu disais que tu étais quelqu'un qui Franchement, aimait pas trop les cours. Tu faisais quoi, toi, à côté? Call of Duty MW2, 2000 Ah, merci. 2500 heures, voilà, 2500 heures. Avant ça a été Dofus. J'ai pas les heures, mais je pense que c'est pharaonique aussi. Il y a dû avoir du League of Legends aussi, avec les potes. En fait, tous les geeks, on était là avec nos casques le soir, pouf, on se faisait une petite LAN. Une LAN dans n'importe quoi, on jouait, tu vois. On était là, on avait mis Skype ou je sais plus quoi, et on jouait. Et on jouait, on jouait, on jouait. Je passais mon enfance et mon adolescence, comme je dis, soit à lire, parce que j'adorais lire. En fait, c'est ce besoin d'extérieur, ce besoin de pas vivre dans le réel. Je trouve qu'il y a un Ah, de truc s'évader, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Et les jeux vidéo, c'est pareil, t'es pas dans le réel, en fait. T'es dans autre chose. Et puis, le réel faisant peur, le réel étant, il y a des vraies choses à affronter dans le réel. C'est trop difficile, autant passer directement, autant aller dans le Autant fictif, quoi. fuir. Ouais. Ouais, voilà. Et Donc, j'ai et passé mon puis enfance là-dedans. le jeu vidéo, c'est aussi une machine à avance rapide, quoi. Et Mm. contrairement au réel, le jeu vidéo en quelques heures, quelques jours, tu peux faire des progrès énormes, tu vois? Alors que dans la vraie vie, ça prend des semaines, des mois, des années, quoi. Et puis, c'est la souffrance. La souffrance, tu la ressens pas trop. Enfin, tu la ressens dans les jeux vidéo parce que tu rages, mais la souffrance de faire des pompes à l'échec, de faire 4 heures de concentration ultime sur un sujet pour avancer. Cette souffrance-là qu'on n'a pas envie, naturellement, le cerveau n'a pas envie de la faire. Naturellement, il va dire non, mon objectif, moi, c'est de rester sur le canapé, de rien faire et d'attendre la fin, tranquillement, tu vois. Plus ou moins. Enfin bref, c'est la luxure, l'objectif. Je pense que le cerveau se tourne vers la luxure naturellement. Et, euh, et le fait d'affronter les choses, comme on l'a dit au début, d'affronter, d'accepter la souffrance et de non pas la rechercher pour la rechercher, mais de comprendre qu'elle est nécessaire à évoluer, je pense que peu le font vraiment. Et voilà, tu vois, tu parles de David Goggins, Riley, c'est pas pour rien, c'est que le mec transcende la souffrance. Tu vois, il s'est fait opérer des deux genoux, le mec est d'un genou parce qu'il était mort. Le mec est encore en train de faire des fentes à 30 kilos dans chaque main, tu vois, tu le vois en vidéo. T'expliques que, ben ouais, il s'est fait opérer il y a 2 ans, en fait. Et moi, mon père, ou d'autres personnes qui se sont même pas fait opérer ont des difficultés à se lever parce que voilà, par envie, par l'énergie, il n'y a pas la quête, quoi. Je pense que, comme tu l'as dit dans les jeux vidéo, tu as ce truc d'évolution rapide, de quête, et beaucoup parlent sur X et partout ailleurs de gamification de la vie. Je pense qu'il faut vraiment le voir comme ça. Step up par step up, level par level. Comment je fais pour évoluer? Qu'est-ce qui est important pour moi? Mon arbre de compétences. Tout ça, je pense que la gamification de la vie, c'est une putain de bonne idée. Ouais, je vais revenir sur mon sujet préféré qui est l'état de conscience, qui est le fait de encore une fois, j'en parlais tout à l'heure avec Money Facile, tu vois c'est qui? Vous voyez c'est qui sur Twitter? Ah C'est oui, que en 18 fait 000 abonnés, ouais, copywriter, bien sûr, on voit qui c'est. bon, je vous Bisous, annonce hein. un petit truc, c'est le prochain invité du podcast la semaine prochaine. Ah Comme ça bah, vous l'avez tous, ici. Mais on en parlait de ça, on parlait que vraiment, si tu veux être exceptionnel dans ce que tu veux faire, c'est qu'il faut avoir une mission derrière la chose. Il faut que tu te comprennes toi-même, que tu ah comprennes ce ouais. que tu veux, que ce que tu es, pas ce que les autres aiment. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la plupart des gens, ils donnent les objectifs des autres. Moi, je veux être millionnaire. Pourquoi tu veux être millionnaire? Parce que lui, il veut être millionnaire. Non, qu'est-ce que toi, tu veux vraiment? Peut-être que toi, tu veux vraiment, ce qui te plairait, c'est d'avoir, par exemple, 5 000 € par mois, mais être avec une femme et des enfants et que tu sois l'homme le plus heureux du monde. Qu'est-ce que tu veux vraiment au fond de toi? La plupart des gens, quand ils viennent et qu'ils cherchent ça, ils essayent de le chercher dans leur tête. Non, qu'est-ce que tu as dans le cœur? Qu'est-ce que tu as dans le cœur? Qu'est-ce que tu as envie de projeter au monde? Qu'est-ce que tu as envie de laisser au monde? C'est quoi l'image que tu as envie de laisser à tes enfants sur cette planète? Et je pense que c'est là qu'il faut aller chercher. Et je pense que c'est ce truc-là, une fois que tu t'es posé, tu as réfléchi, tu as été tout seul, c'est là où tu vas pouvoir trouver cette quête qui va te faire avancer. Parce que j'adore cette citation qui dit: «Un bateau qui va à la mer ne sait pas quelle direction prendre tant qu'il ne sait pas à quel port il va». Tu ne peux pas te dire: «OK, je vais prendre cette direction, je vais faire ça», tant que tu ne sais pas où est-ce que tu vas aller. Posez-vous, sortez dehors, allez marcher. Moi, je vais vous mettre tous à la marche. Vous allez marcher des 20 000 pas par jour avec moi et allez réfléchir à ce que vous aimez. Oui, t'as Allez ré tendinite. allez réfléchir à tout ça, ce que vous aimez, ce que vous avez envie de laisser. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous essayez toujours de plaire aux autres, mais pas vous plaire à vous-même? Et une fois que vous allez trouver ça au fond de vous, vous allez pouvoir venir et avancer. Et pour rebondir sur ça, Alexis, qu'est-ce qui t'a mis dans la philosophie? Je savais pas du tout que tu étais quelqu'un qui était fan et passionné par la philosophie. Je J'ai suis, je vraiment suis envie de pas, savoir. J'avais je suis posé pas la même passionné. question. Je suis pas passionné par la philosophie. En fait, je pense que j'ai juste un esprit qui naturellement aime réfléchir à certains sujets, voit du sens dans certaines réflexions. Mais clairement, moi, tu regardes les livres que je lis, il y a aucun ouvrage. D'ailleurs, je lis très peu, mais il y a aucun ouvrage de philosophie parce que j'ai toujours considéré que la base, l'essence même de la philosophie, c'est le temps libre. Tu ne réfléchis que quand tu as du temps libre. C'est-à-dire qu'à la base, ben, dites-moi si je me trompe, hein, parce qu'on m'a appris à l'école. Les philosophes étaient des personnes qui avaient donc des cultures et des esclaves qui travaillaient sur les cultures. Ils avaient donc le temps de réfléchir, les esclaves travaillant à faire tout ce qu'il y avait, tout ce qu'il fallait faire avec ses mains, quoi. Et je considère que réfléchir c'est très bien, c'est nécessaire. Et la philosophie en soi, réfléchir pour moi ça fait pas de sens parce que très souvent ce ne sont pas des conseils applicables. Et même si mon esprit adore ça, réfléchir,
je me sens bien plus heureux depuis que je suis dans l'action et je suis dans l'action depuis que je suis sur X. Dire que j'ai passé, toute ma partie de jeune vie d'adulte, donc je fais du sport, je suis bien, je suis en moto, tu vois? Je suis un beau gosse là, je fais de la moto, je suis un peu je fais un peu le trip bad boy, tu vois? J'ai les filles, j'ai tout ce qu'il faut, mais je me dis: «Putain, il me faut de la thune, en fait». Maintenant, là, ce que je veux, donc je travaille chez KFC et j'évolue, tu vois? Parce que moi, ce que je veux, c'est évoluer. On en parlait, gamification de la vie, donc j'évolue, je prends responsable de service, manager, ceux qui connaissent, manager cost 1, manager les trucs de C'était KFC. à quel âge ça? Je sais pas, ça a commencé vers 21 ans, je pense, on va dire vers 21 ans, ouais, tout à fait. Après, je vais avoir un peu de mal au niveau des dates, mais ouais, ça doit Bien sûr. correspondre à ça. OK. Et toujours envie d'aller chercher plus d'évolution possible dans les entreprises où je bossais. Du coup, on parlait de la philosophie et je me suis perdu là. Non, tu Tu disais que réfléchir, c'est bien, mais Ah sans oui, passage à pardon, l'action, c'est inutile et c'est une des voilà, erreurs des philosophes. voilà. Du coup, après, je j'ai pas suffisamment de culture pour dire que tous les philosophes font ça et clairement, je vais pas aller chercher les informations. Tout ce que je veux dire par là, c'est que j'ai passé ma vie à me dire: «Il me faut de l'argent». J'ai ouvert mon ordinateur, j'ai mis une vidéo YouTube, comment gagner de l'argent et puis j'ai regardé, puis j'ai acheté une formation, puis j'ai jamais rien appliqué. Puis 3 mois plus tard, je regardais une autre vidéo, puis j'ai réappliqué, mais en fait, pas vraiment. Et du coup, j'ai passé, tu vois, je sais pas, on va dire de mes 21 ans jusqu'à ce que je commence X, à tenter de créer des business qui fonctionnent pas, à pas vraiment en fait essayer et à laisser un quotidien m'emporter, tu vois, dans tout ce qu'il y a à faire. Et pourtant, à l'époque, j'avais pas d'enfants, donc clairement, j'avais du temps en fait. Je me rends compte aujourd'hui que j'ai des enfants que je n'avais pas, j'avais tout le temps avant. Aujourd'hui, j'ai très peu de temps. Donc, j'ai passé beaucoup de temps en fait à penser travailler, à penser être dans l'action, sans y être, sans faire quoi que ce soit. Et il y a que depuis que mon deuxième enfant est né que je me suis dit, waouh, comme tu l'as dit, Anis, en fait, là, j'ai une mission. Ok, là, il faut vraiment mettre quelque chose en place. Soit j'accepte ma condition, je reste salarié, je gagne 2 400 € par mois, tout va bien, je galère un peu à la fin du mois, mais c'est comme ça. Soit j'essaye. Et j'essaie de faire un truc, en fait. Et j'essaie de faire ce que je pense de bon. J'essaie de faire quelque chose. Et j'ai essayé de faire quelque chose. Et c'est grâce notamment à toi. Merci, c'est gentil, mais comme je t'ai dit toujours, c'est grâce à toi. Comme tu l'as dit, moi, je suis que l'étincelle en vous, tu vois. Je peux venir et dire ça à 100 personnes, mais les gens qui auront bossé comme toi et qui ont refait 100 tweets par jour, tous les jours, pendant 3 mois, il y a très peu de gens qui pourraient faire ça. Et c'est en grande partie grâce à toi. J'aimerais qu'on revienne un peu encore sur, sur cette période de 21 à maintenant, avant que tu aies eu ton enfant. À part le boulot, c'était quoi les trucs que tu faisais à côté en termes de trucs que Boulot, tu faisais pour le plaisir et tout ça? alors j'ai pas de plaisir. Boulot, sport, les filles. C'est tout ce que je faisais. Le OK, reste, ça m'intéressait pas. C'était vraiment, je bossais énormément. Donc à OK. l'époque chez KFC, puis après dans une autre entreprise que j'ai quittée il y a pas longtemps et que dans le sushi où ça s'est très bien passé aussi. Et en fait, non, j'ai toujours beaucoup bossé, mais genre beaucoup bossé. Pour moi, vraiment, le travail, c'était, à m'en faire mal, quoi. Je me souviens de malheureusement, un jour, on m'a appelé avec, donc je vivais chez mes parents, on m'a appelé pour me dire que mon grand-père était parti. Ce jour-là, j'étais censé, travailler à 15 heures. Je suis parti travailler à 15 heures. Je travaillais. Pour moi, la vie, c'était le travail et dans ma famille, donc ce sont des mes grands-parents sont d'origine portugaise. Pour eux, le travail, c'est ils sont arrivés, ils ont bossé jusqu'à la fin, quoi, autant que possible. Et pour moi, le travail, c'est une culture, c'est dans le sang, c'est comme ça, il faut bosser encore et encore et encore. J'ai eu beaucoup de mal à essayer d'être plus intelligent que ça. Travailler pour Et travailler, c'est pas si intéressant que ça. j'avais vu le post magnifique que tu avais fait sur tes grands-parents, sur, le fait que ton grand-père avait travaillé pendant des années et des années dans le chantier et que tu avais dit que ta je crois que ta grand-mère avait travaillé dans le froid. C'est quoi l'impact qu'ils ont eu sur toi, tes grands-parents? C'est quoi la Ben, relation que tu avais c'est avec eux? moi, en fait, c'est simple, j'ai été éduqué plus ou moins par mes grands-parents parce que ma mère ne nous a pas mis à la crèche, elle nous a mis, en fait, chez nos grands-parents. Puis, donc elle travaillait de nuit à l'hôpital. Assez souvent, quand on était à l'école, l'école était très près de chez mes grands-parents, donc on dormait là-bas et puis on vivait beaucoup là-bas, en fait. La moitié du temps que j'ai passé mon enfance, c'était chez mes grands-parents. Ils ont eu énormément de c'est mes seconds parents, quoi, vraiment, purement et simplement. Et ce sont des gens, très, très puissants. J'ai pas forcément les mots parce que c'est eux qui m'ont forgé, quoi. C'est vraiment eux qui m'ont forgé. Mon grand-père, je l'ai toujours vu travailler. Mon grand-père, il se levait tôt. Mon grand-père, quand il venait, donc il vivait, on a déménagé vers mes 9 ans. On est parti vivre à 3/4 d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure de là où vivaient mes grands-parents. Mon grand-père, il arrivait à 7 heures du matin, 7 h 30. Il s'était levé à 5 heures du matin, il avait fait un peu de potager, parce qu'il a un potager, et puis après, il est venu nous voir. C'est quelqu'un qui se levait tôt, qui faisait le travail, qui avait des mains comme mes cuisses, tu vois, parce qu'en fait, il passait sa vie à bosser avec. Et voilà, clairement, ma grand-mère, c'est pareil. En fait, elle a bossé en poissonnerie, donc elle avait les mains
depuis, elle a les mains tout le temps gelées, bosser dans le froid tout le temps, tout le temps. Elle a les mains tout le temps gelées, tout le temps froides, quoi. Et c'est des gros bosseurs. Ils sont venus, tu vois, ils ont fui le Portugal à je ne sais plus quel âge. Ils ont essayé d'avoir un enfant là-bas qui malheureusement n'a pas réussi, enfin est mort-né, quoi. Ils sont venus ici, dans le nord de la France. Alors ça fait quand même une trotte, tu vois. Le Portugal et le nord de la France, c'est quand même un certain chemin. Et Et c'est pas le même climat non plus, hein. non, 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 clairement pas. Et puis c'était très difficile parce qu'ils ont fait face, forcément, à beaucoup de racisme, beaucoup de difficultés à voir les gens venir, prendre leur travail, pas avoir les papiers. Et, et du coup, ça les a forgés. Et puis ils nous ont donné ça aussi. Ma mère, elle est très puissante. Ma mère, elle fait 1,55 m, mais c'est un bulldog, quoi. C'est un, elle lâchera jamais jusqu'à la fin. Et ça, je t'en prie. Non, 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 continue, continue. Et ça, ce sont ces personnes-là qui m'ont forgé. Ce sont des gens avec beaucoup de caractère, beaucoup de force. Et moi, avoir eu cet exemple-là autour de moi, c'est la plus belle chose que j'ai pu avoir parce que j'ai vu ce que c'était que le travail. J'ai vu aussi où ça menait et je pense qu'il faut mettre de l'intelligence quand même là-dedans. Alors, ils ont fait surtout ce qu'ils pouvaient faire parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut vraiment, par rapport à avant, on a un monde qui s'ouvre à nous. Avant, non, t'allais bosser, quoi, basta, et tu fermes ta gueule, t'as pas de CV, t'as pas de diplôme, tu parles pas français, qu'est-ce que tu racontes? Tu vas bosser, point barre. Et ça, nous, on a beaucoup de chance, notre génération à nous, de vivre dans le monde dans lequel on vit. Vraiment. Et Ça me d'avoir fait des gens. Oui, dis-moi, Raël. Ouais, j'allais dire, ça me fait beaucoup penser à cette phrase, que j'aime beaucoup, c'est, «Les temps difficiles créent des gens forts, les gens forts créent des temps faciles, les temps faciles créent des gens faibles, les gens faibles créent des temps difficiles» et ça Mmh. boucle, tu vois? Et on voit clairement les générations, ma génération de grands-parents, c'est les mêmes warriors, quoi, et c'est fou, hein. Ils ont créé un monde dans lequel, enfin, pour nous, c'est easy life, quoi. C'est clair. Et l'éducation que tu as reçue de tes parents et de tes grands-parents, est-ce que ça a forgé la personne que tu es aujourd'hui, à travers Bien la sûr. discipline et tout ce qu'on voit de toi? Ou bien c'est un truc que tu es allé chercher en toi ou que tu as toujours eu? La question que je veux dire, c'est est-ce que tu as toujours eu ce truc en toi? Ou bien c'est un truc que tu as dû forger ou tu as dû travailler, Non, travailler, travailler? j'ai dû forger. Franchement, moi, j'étais un gros branleur. J'étais un gros branleur, j'avais pas envie de faire les choses, j'avais pas envie de me faire mal, j'avais pas envie de travailler, j'avais pas après c'est l'adolescence aussi et puis jeune adulte, tu vois? Je voulais que le plaisir, je voulais, plaire aux filles, je voulais le plaisir, je voulais pas me faire mal, quoi et en fait, je sais pas, au fur et à mesure, les choses ont changé. Au fur et à mesure, j'ai beaucoup bossé parce que j'ai quand même de l'ambition et que j'ai compris, quand j'ai quitté, le STAPS, je me suis dit: «Waouh, en fait, personne va me sauver, c'est fini l'école, quoi, c'est fini le filet. En fait, là, je suis dans la vraie vie. OK, j'ai pas de thunes, cool, je vis quand même chez mes parents, mais en fait, faut que je mange, faut que je fasse le travail, faut que» et petit à petit, ça m'a réveillé et ce qui m'a vraiment motivé à booster ma discipline, c'est le livre de Jocko Willink. Enfin, le personnage que je suis, et c'est vrai c'est pas vraiment un personnage, mais je m'inspire tellement de cet homme-là parce que il fait partie de ces gens, il y a ma famille qui m'a vraiment, heu, mmh, motivé, qui m'a vraiment forgé et ce livre-là, tu vois, que j'ai là derrière, c'est le livre qui me parle le plus. Discipline Equal Freedom, Jocko Willink. C'est simple, c'est efficace. Lève-toi tôt, fais du sport, affronte ce que tu dois affronter, fais le boulot. Tant pis pour la fatigue, tant pis pour le reste, fais le boulot. Et ça m'a À quel transformé. moment tu as découvert ce livre? J'ai découvert ce livre très bonne question. J'ai découvert ce livre quand j'ai eu mon premier enfant. En fait, ça m'a mis une vraie grosse gifle, mon premier enfant. Je m'y attendais pas. C'est arrivé, quoi. Et c'était très dur. C'était très, très dur. Parce que c'était pas dans un petit appartement, 3 pièces, préparé, avec les parents à côté, la belle-mère qui est pas trop loin, non, nous, on a 600 bornes de nos familles, c'était pas prévu, on a 2 appartements séparés, ok, c'est parti. Ça, c'était dur. Ça, c'était dur. J'ai mis du temps à accepter. J'ai mis du temps à accepter. J'ai mis du temps à. En fait, ça m'a fait tomber, quoi. J'avais pas sur l'instant le sentiment de tomber. Mais rétrospectivement, je me vois tomber. Je vois ce que j'ai fait. À cette époque-là, du coup, j'ai pris un deuxième boulot en plus. Donc, je me noyais dans le travail. Je sais pas combien d'heures je bossais par jour, mais je bossais plus que nécessaire. Je bossais beaucoup plus. Et pas pour l'argent, parce que je voulais fuir mon esprit. Et j'ai bossé. Dormir 3 heures, enchaîner sur une journée de boulot, je bossais en restauration et au bar. Donc, dans un autre bar après. Le bar, c'est le milieu de la nuit, quoi. Le milieu de la nuit, c'est quelque chose aussi. Ceux qui ont bossé là-dedans, c'est pas que l'alcool, c'est la cigarette, c'est les soirées, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Je vais pas, je vais pas forcément aller à fond dans ce sujet-là, mais par contre, je sais que j'étais à un moment où j'avais le choix entre vraiment sombrer
ou me relever, ou accepter et me construire. Et du coup, j'ai lu ce livre à ce moment-là, sur l'instant, Discipline Equal Freedom, sur l'instant, sur le moment précis, ça marchait pas. Mais j'écrivais sur mon miroir, j'avais de la rage en fait, mais j'écrivais sur mon miroir: «Tu qu'une merde. Objectif demain, bam, objectif demain, réveil 6 heures, ta ta ta, ta 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 Et ta. et tu Objectif pas faire ça». encore lu le livre de David Goggins là, hein? Tu sur ton Non, miroir, non, non, je l'avais pas encore, mais j'écrivais parce que je savais que c'est là que je me regardais. Matin, je prends une douche, je me regarde et je vois ce que j'ai écrit et je vois qui je suis, dans les moments de lucidité, dans les moments où je veux m'en sortir et petit à petit, ça a fonctionné. Petit à petit, ça a fonctionné. En fait, j'ai mué cette rage que j'avais, cette colère que j'avais en quelque chose de bon. J'ai décidé de devenir en fait, tu les vois les mecs qui sombrent. Tu les vois 30 ans trop tard, au PMU, totalement, ceux qui ont lâché. Tu les vois un peu perdus dans la vie, un peu agressifs. Tu les vois ces gens qui se mettent petit à petit à l'écart, en fait, ou ces gens qui sont constamment dans l'excès. Tu les vois, en fait et ce sont des gens qui se laissent pour moi, hein, après je donne pas de leçons vraiment, mais moi je voulais pas être ça. Ce sont des gens pour moi qui se laissent petit à petit happer par leurs démons et tous les matins, déjà depuis que j'ai des enfants, je me sens en mission et tous les matins, je veux affronter ça et je veux muer cette rage, cette énergie que j'ai en moi en quelque chose de fort. Tu vois, ce matin, je me suis levé à 4h30 parce que la petite, s'est réveillée, tu vois? Je me suis pas recouché. J'ai mis 1 heure à lui donner le biberon et à l'endormir et puis après je suis allé m'entraîner, dans mon garage, en bas, tu vois? Je tape des tractions, je fais mon sport et je me libère l'esprit, tu vois? Je mets du gros électro. C'est mon moment à moi, c'est 30 minutes où, tu vois, il est 5h30, je suis en train de taper les tractions et du rowing, tu vois, avec une haltère et puis, c'est parfait, moi, tu vois? Je mets l'électro, tout va bien, tu vois? S'il y a un mec qui rentre de soirée à ce moment-là, il va se dire: «Mais c'est quoi le délire?» Mais c'est mon échappatoire, mon exutoire plutôt. C'est mon exutoire. C'est c'est magnifique et je voulais te demander, imagine-toi qu'il y a quelqu'un là qui nous entend et qui a le même choix que toi. Soit le choix de sombrer, soit le choix de venir et de pas se laisser abattre et venir et passer à l'action pour venir et faire quelque chose de plus de sa vie. Tu donnerais quoi comme conseil à ton toi du passé? Se souvenir en anglais, du why, se souvenir pourquoi tu le fais. En fait, si tu es tout seul, je sais pas comment tu vas faire parce que quand j'étais tout seul, j'avais pas ce genre de dilemme, j'avais pas ce genre de difficulté, tu vois? J'étais tout seul. C'est bon, tu te gères, la vie est douce, tu as du temps, tu sors, tu rentres, tu vas chez toi, tu vas bosser. La vie est douce. Moi, en tout cas, la vie était douce. Quand tu as des enfants, c'est différent. Souviens-toi pourquoi tu le fais. Que ce soit pour tes enfants, que ce soit pour tes parents, que ce soit pour toi-même. Il faut que tu aies une quête, en fait, il faut que ça fasse du sens pour moi. Pourquoi tu le fais? C'est hyper puissant. C'est vraiment hyper puissant parce que je me reconnais totalement dans ce que tu veux dire et je pense qu'il faut dire aux gens que même s'ils sont seuls, il y a pas que le fait d'avoir, des enfants ou tout ça. Vous pouvez trouver un truc qui est en vous, qui peut venir et qui peut vous driver, vous voyez? Vous pouvez être seul et venir et avoir un truc de plus que vous voulez accomplir. Trouvez encore une fois l'impact que vous voulez avoir sur ce monde, l'impact que vous voulez laisser sur ce monde. Comprenez-vous, comprenez, rentrez dans votre tête, comprenez ce que vous aimez, comprenez ce que vous aimez pas, comprenez votre propre personne et c'est ce qui va vous permettre d'avoir ce why. Et une fois que vous allez avoir ce why, une fois que vous allez avoir cette mission, eh ben, tout va venir avec. Pourquoi? Parce que là, vous allez avoir, entre guillemets, un plan pour commencer. Parce que le problème des gens, c'est que la plupart des gens, ils commencent avec un plan. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, OK, là, je veux maigrir, ben, je vais commencer avec un plan. Je vais faire ça, je vais m'entraîner, je vais m'entraîner. Mais le problème, c'est que la personne qui fait le plan, ben, c'est la même personne qui faisait rien avant. Donc, le truc qu'il faut changer, c'est dans la tête d'abord. C'est cet état d'esprit avant de venir et commencer à faire le plan. Tu peux pas passer d'un mec qui vient et qui fait absolument rien du tout, au jour au lendemain, sans avoir de déclic, sans avoir rien du tout, à quelqu'un qui fait beaucoup de sport. Il faut se poser avec ses pensées, comprendre, avoir cette mission, avoir cette rage, comprendre la personne qu'on a envie d'être, comprendre le potentiel qu'on manque. Juste, ça peut être pour beaucoup de gens le fait de se dire: «Putain, mais moi, je suis là, je fais de la merde, je fais rien du tout de ma vie, alors que j'aurais pu faire un truc de fou». Vous avez pas envie de venir et d'avoir 40 ans, 45 ans et vous regarder, vous dire: «Putain, j'ai gâché ma vie, j'ai rien foutu, j'ai passé mes journées à boire, j'ai passé mes journées à fumer, j'ai rien fait du tout alors que j'aurais pu être grand, j'aurais pu être grand». Donc comprenez tout ça, posez-vous et venez et prenez les bons choix parce que vous l'avez vu, pourquoi est-ce que j'ai voulu avoir Alexis aujourd'hui? C'est parce que moi je trouve son histoire elle est magnifique. Vous avez dit quelqu'un qui est venu et qui avait le choix entre venir et se détruire, s'auto-détruire lui-même, mais qui s'est dit: «Non, je vais venir et je vais aller à l'encontre de tout ça. Je vais tout casser, je vais bosser comme un fou furieux pour réussir». Et là, il partage les plus belles valeurs qui existent pour moi, qui sont le fait d'être un bon père. Vous voyez? Et ces petites choses, elles sont pas venues du jour au lendemain. Vous l'avez vu? Il a dit, il a bossé comme un fou pendant des années, des années, des années où il a rien fait, il a rien fait, il a rien fait. À un moment, il s'est dit: «OK, là, je vais me bouger le cul». Et c'est pas: «Je vais me bouger le cul», il a dit à ses amis, il a rien fait. Il s'est levé tous les matins, il s'est bougé le cul. Tous les jours, il vient, il prend soin de sa famille. Et je veux que ça soit la même chose pour vous tous. Si vous êtes là, vous êtes un peu triste, vous faites rien du tout de votre vie, ou vous pensez que vous avez tout essayé et que rien va marcher, c'est faux, c'est complètement faux. Vous avez un truc en vous que vous allez pouvoir faire. Riley, j'ai vu que tu voulais dire un truc sur ça. Yes, je voulais rebondir sur ce que tu as dit, heu
écrire un plan quand, tu pas aligné avec ta conscience, ça peut que échouer. L'exemple que j'ai, c'est de vous dire, vous allez acheter, vous allez changer de gourde parce celle que vous avez, elle est rouillée, mais vous continuez de mettre, du soda, dedans, en fait. Ça peut pas fonctionner. C'est comme vous dire, «Ouais, bon, bah, on va, on va utiliser une nouvelle source d'eau pour, pour les robinets de la maison, mais vos tuyaux, ils sont complètement rouillés». Ça va au bout d'un moment, le problème va revenir, en fait, c'est que vous travaillez pas sur les fondamentaux, quoi. Donc ça, c'est essentiel. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est pour toi, Alexis. Heu, c'est une histoire assez incroyable. En fait, c'est une histoire normale mais incroyable et c'est ce qui la rend vraiment puissante. C'est que, heu, tu racontes quelque chose que on a je pense que dis-moi Anis, mais je pense qu'à un moment dans ton histoire, on s'est reconnus Anis et moi, tu vois? Je pense que ton histoire, elle est à la fois normale mais extraordinaire. C'est un peu schrödingeresque et je pense que c'est ça qui est super puissant, c'est que je pense que tout le monde va se reconnaître dans un épisode de ton histoire et c'est ça qui fait que, il y a moyen de construire quelque chose et on en revient finalement, ce que tu as décrit, c'est un exemple parfait de la notion que déteste Anis, c'est celle d'état de conscience, quoi. Non, mais c'est ça, il a pris conscience de ce qu'il voulait faire, il a pris conscience de ses pensées, de sa volonté et de sa responsabilité qu'il avait aujourd'hui. Voilà. C'est à quel âge tu as eu ton 1er enfant, Alexis? Il a 3 ans, donc il y a 3 ans, j'ai 29 ans. Ouais, les calculs mentaux là, Alexis, à 6 ans. Ah c'était enregistré, il pouvait pas se rater le pauvre. Ça dépend, fin d'année, début d'année, Voilà. Dans ta tête, il 26 se ans. disait, «Lequel? Heu, est-ce que j'annonce un truc? Est-ce qu'il y a un gros event là?» Tu dit que le vrai shift dans ton esprit, il est venu quand tu as eu ton 2e enfant. Est-ce que quand j'ai eu quand le tu as eu 1er ton déjà, quand j'ai eu le 1er, de toute façon, il fallait reconstruire. Donc le 2e enfant est forcément né parce que les choses se sont améliorées, parce que OK. tout s'est mieux passé. Donc tout ça, c'est une phase de ma vie et je pense qu'en fait, comme vous l'avez dit, on traverse tous, à un moment donné, une phase difficile dans nos vies. J'avais tweeté ça à un moment, j'avais fait un thread sur je sais plus quoi, mais j'avais juste commencé le thread par dire: «La vie nous met à tous des grosses gifles de gitans. On n'a pas le temps, on n'a pas le matériel, on n'a pas envie, la vie est dure, on a tous vraiment pris des gifles de gitans. Certains bien plus graves que les miennes. Franchement, moi, à côté, quand je vois ce qui se passe dans le monde, clairement, mais je suis pas à plaindre. La vie, elle est belle, tout va bien, tu vois. Donc, il y a un moment donné, on est tous dans la merde. Tous, tous, tous. Même les gens pour qui on se dit, ah, lui, ça va bien, ça se voit. Non, tu n'en sais rien, en fait, tu connais pas. Donc, le shift s'est opéré, voilà, ça a été quelques temps pendant que mon premier enfant est né, où j'ai vraiment sombré dans le travail, j'avais 2 boulots et tout, assez rapidement. Je pense qu'on va dire, même, ça a été une période de 6 mois. Ce qui est très long, hein, 6 mois pour un enfant, c'est énorme. Euh, à partir de là, j'ai décidé de changer. J'ai vraiment décidé de changer. Et ça s'est construit. Je suis pas levé à 5 heures à ce moment-là, comme tu l'as dit. Je suis pas levé à 5 heures pour faire du sport à ce moment-là. OK, incroyable et pour la continuité de ton histoire, il s'est passé quoi? C'est à quel moment que tu as découvert Twitter? Franchement, j'ai découvert Twitter, ouais, quand ma fille est née. Pourquoi je me suis mis sur Twitter? Parce que j'ai vu qu'Elon Musk avait racheté, tout simplement. Les réseaux, moi, ça fait 10 ans que j'étais pas sur les réseaux. Je trouvais ça hyper anxiogène à l'époque. J'avais totalement débranché de ça. J'étais sur zéro, zéro, zéro réseau. M'intéressait pas. J'ai vu que Musk rachète. Je suis assez fan de ce mec-là, mais de très loin, tu vois. Je trouve qu'il a il est intéressant comme gars à suivre. Mais je connais pas son histoire et je vais pas forcément prendre le temps d'aller chercher. Je dis, ok, je vais regarder ce que c'est que Twitter du coup. C'est quoi X en fait? Et ça a commencé comme ça. J'ai vu 167 copywriters, 220 000 ghostwriters. J'ai vu qu'en fait, j'allais galérer, tu vois. J'allais galérer. Je suis mis sur X et là, c'était dur au début. Franchement, j'ai pas compris le délire au début. J'étais perdu. Non, mais j'ai vu ça, ça fait 4 mois, à peine 4 mois que tu es là et déjà tout le chemin que tu as fait en un peu plus de 4 mois. Est-ce que c'était ton premier compte ou bien tu avais déjà un compte avant ça? Non, c'était mon premier compte, août 2023, du coup, donc un peu plus. Mais quand ma fille est née, en fait, j'ai décidé de lancer ça quand ma fille est née, tu vois. Parce que je me suis dit, ok, faut que je fasse quelque chose, en fait. Je savais pas quoi, donc je vais sur X, je regarde ce qui se passe. Et puis à l'époque, j'essaie de créer une agence de SMMA. Donc je me levais à 5 heures, mais j'essaie de créer une agence de publicité en ligne. Mais le point de départ était trop éloigné de la vie, quoi, enfin, de ce que moi j'avais comme compétences. J'étais à -15 sur l'arbre de compétences, tu vois. Et qu'est-ce qui t'a donné envie là de faire une agence de ads alors que J'ai vu un tu avais tweet aucun de rapport avec ça? Roro, je sais pas si vous voyez qui c'est Roro sur X. Ouais,
Ah ouais. Voilà. Il avait tweeté un truc genre, OK, j'ai croisé une meuf en soirée, elle fait 10K par mois parce qu'elle vend des sites internet, elle a monté une agence et ça roule. Je dis, ah ouais, OK, j'ai vu un mec dans les commentaires dire SMA, je fais, OK, je vais faire du SMMA. À partir de là, j'ai essayé, tu vois. Ça a duré. La douille niveau brouteur, quoi. Ça, c'est vraiment. Et franchement, j'ai suivi le petit lapin blanc, tu vois. Et puis, au bout d'un moment, je fais, waouh, je suis perdu là. Et Anis m'a proposé un call. Je vais te laisser raconter que ça, comme ça. Moi, j'ai déjà, je vais le raconter très certainement un jour de mon point de vue, mais j'aimerais bien avoir ton point de vue par rapport à ça. Donc à ce moment-là, on s'est appelé, tu proposais, tu avais lancé un tweet qui est d'ailleurs une très bonne idée. Je propose 30 minutes de coaching offert à qui le souhaite. Donc forcément, bah, futur client, bam, ouais, moi je veux, moi je veux, moi je veux, moi je veux, moi je veux. Tu avais tous tes futurs clients en randonnion, tu vois. Donc là, boum, t'as DM, on s'est appelé une demi-heure. Et puis en fait, je voulais plus. Je me suis dit en une demi-heure, donc tu m'as parlé de l'avantage injuste. Et en fait, à ce moment-là, sur mon compte Twitter, c'était un peu particulier parce que je faisais du SMM le matin. Puis quand je faisais une séance de sport, je me filmais, puis je la postais sur X. Croyez bien que la première vidéo que j'ai fait sur X, je me suis senti très con. Très, très con. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, Alexis? Tu te prends pour qui, en fait? Qu'est-ce que tu fais? Il m'arrive encore des fois de ressentir ça, hein. Je me dis, mais pourquoi tu fais ça, en fait? Mais je l'ai fait. Je me suis tenu. À chaque fois, je me filmais. Je dis, je le fais. Je me dis, ça peut motiver quelqu'un. Ça fait peut-être comme un journal de bord pour moi au début. Et d'ailleurs, quand on s'appelait, tu me l'avais dit, Alexis, ça sert à rien de dire que tu as fait 437 tractions en 30 minutes. N'oublie pas le what's in it for me. Donc, bref, on s'appelle 30 minutes. J'en veux plus. Et, là, je dis, écoute, Anis, ouais, on va en faire plus, mais honnêtement, financièrement, c'est un peu compliqué. Et la vérité, dans ta générosité, tu t'es dit, ok, Alexis, c'est quoi? On s'appelle. T'as réfléchi, tu m'as envoyé un message après où tu m'as rappelé et tu m'as dit, Alexis, vas-y, tu sais quoi? On se fait ça, c'est gratuit, tu vois. Alors, je dis pas que tu le refais encore aujourd'hui. Je ne sais. Ce que je veux juste dire, c'est qu'à l'époque, ça a été vraiment le déclencheur de ce que je suis aujourd'hui et que sans ça, je l'aurais pas fait, en fait. Tout simplement. Le switch, il s'est opéré là. Et c'est ta générosité qui l'a permis, tu vois. Et on s'est appelé 1 heure. Tu m'as parlé de beaucoup de choses. Tu vois, j'étais sur la terrasse d'un bar où il y avait 16 voitures qui passaient à la minute. Vraiment. Et tu m'as expliqué, bah oui, l'avantage injuste. Tu m'as expliqué de toujours penser à mon prospect, de bien mettre en place qui est mon prospect, qu'est-ce qu'il cherche, quelles sont ses problématiques. On a beaucoup parlé. Tu m'as expliqué beaucoup de choses que j'ai notées, que j'ai appliquées. Le résultat, il est là aujourd'hui. Non, mais moi, je veux te dire un truc, c'est que au-delà de ce qu'on a vu ensemble et tout ça, le travail que tu as mis. Tu sais, moi, je te dis un truc, je te prends, et tu as vu un tweet la dernière fois, j'ai un de mes clients qui a dit ça. L'exécution. Je te prends tout le temps en exemple, tu sais. Les gens qui viennent et qui me disent, Anis, il faut faire combien de commentaires par jour, combien de tweets par jour? Je fais un truc tout le temps. Je partage mon écran, je vais sur ton Twitter, je montre 12 000 tweets en 4 mois. Je leur dis, faites le calcul, et c'est combien, si vous voulez vraiment réussir, voilà ce qu'il faut faire. C'est cette dose en fait, je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est tu as eu ta vision long terme, ce que tu kiffes faire, ils se sont alignés les deux, et tu as lâché les buffles. Tu es parti tout droit, tu as fait un truc, ça se voyait que tu kiffais, ça se voyait que tu étais bon, et un truc aussi qui est exceptionnel et dont j'ai envie de parler, c'est ta personnalité. Tu es arrivé avec un truc hyper nouveau que je vais te dire un truc, c'est toi qui l'as apporté sur Twitter, c'est ce niveau de personnalité que tu as apporté, le fait de toujours Mmh. faire des blagues en commentaire. On était à un moment sur Twitter où les commentaires, ils étaient très secs. Les gens, ils venaient, ils parlaient, on était vraiment sur LinkedIn, et tu es arrivé avec un truc, avec tout le temps des gifs en DM, en commentaire. Tu es arrivé avec de la personnalité, avec des blagues, avec des machins, et ça a apporté un nouveau souffle sur Twitter. Mmh. Et j'ai envie que tu nous parles un peu de ça. Comment est-ce qu'on peut mettre de la personnalité sur Twitter, et c'était quoi, toi, comment est-ce que tu voyais cette chose-là au début? Moi, je dirais un conseil que tout le monde nous donne et que personne n'applique, c'est d'arrêter de regarder les autres. C'est vraiment d'arrêter. Et même moi, je le fais, hein, mais c'est un truc humain, hein, il faut se battre contre soi, hein. D'arrêter de regarder ce que font les autres. Arrêter de copier, coller, appliquer. En fait, de base, on a un truc à raconter. De base, on est quelqu'un d'intéressant. De base, il y a un truc chez nous qui est différent des autres et que les autres vont trouver sympathique. À part si t'es totalement fou. Mais normalement, de base, il y a toujours un truc intéressant. Et franchement, juste, moi, je fais ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Je réfléchis, je regarde pas trop ce que font les autres. Je vais m'inspirer des fois, je vais regarder ce qui fonctionne. Je vais dire, ah ouais, genre ça, ce hook là, il a bien fonctionné, ce truc là, ça a bien fonctionné. Cette stratégie sur le thread, ça a bien fonctionné. Mais je vais pas copier-coller parce que la seule chose qu'on peut, tu le dis dans tes tweets assez régulièrement. Si quelqu'un d'autre peut l'écrire, alors ça ne doit pas, tu dois pas le tweeter, tu dois pas le dire en fait, parce que ça n'a pas de valeur. Et c'est vrai, ça vaut pour les commentaires, ça vaut pour le contenu, ça vaut pour tout. Si tu sais pas te démarquer des autres parce que tu montres qui tu es et que tu as des codes forts que tu respectes tout le temps, moi c'est le noir et blanc par exemple, tu vois. Noir et blanc. Tu vois une vidéo noir et blanc, c'est moi. Tu vois un screenshot de 4 heures du matin, 5 heures, c'est moi.
C'est tout de suite, en fait. Il y a plein de gens qui passent, je vois 5000 vues, il y a 5000 personnes qui passent devant, tu vois, qui se disent, vas-y, il y en a 50 qui mettent un like, c'est hyper sympa, et 30 qui vont commenter. Comment mettre de la personnalité? Juste, ben, fais ce que tu as envie de faire, et regarde pas trop ce que font les autres, et fais. Faut faire, en fait, faut faire. Allez, Est-ce tu envie de dire est-ce un truc tout simplement. est-ce que tu as constaté, une évolution justement dans tes tweets, dans ton style, dans ta forme et cetera? Est-ce qu'aujourd'hui, si tu prends un tweet d'il y a du 1er mois et un tweet d'aujourd'hui, tu es capable de te dire: «Ouais, ça a Ah bah changé», quoi? oui, Est-ce que mais c'est je le pense cas? que tout le monde peut, toi aussi tu dois te le dire parce que forcément, en fait, comme un forgeron qui travaille sa lame, la première est dégueulasse, la centième est clean, la millième elle est parfaite parce que t'es pas un artiste, enfin t'es pas un forgeron, t'es un putain d'artiste et tu veux faire ça bien, quoi, tu vois. Et je pense que tout le monde enfin, ce serait bête vraiment de dire entre le millième tweet et le 16 millième, j'ai exactement la même chose. Bah gars, il y a un problème. Soit ta recette elle est miraculeuse et en fait t'es le meilleur et rien n'a changé, soit juste tu t'es jamais remis en question, t'as jamais évolué, t'as jamais cherché à faire mieux. Et aujourd'hui, ben, tu toujours au même résultat, quoi. Moi, les résultats que j'ai, honnêtement, quand je regarde, quand j'ai commencé sur X et que je voyais des mecs avec 700 abonnés, je me disais, mais comment ils font? Comment ils ont fait? Tu vois, je fais, waouh, 700 abonnés. Les mecs aujourd'hui, c'est pas méchant. Ils sont toujours à 700 abonnés, par contre. Parce que ça change pas, parce que j'ai pas envie de les lire et beaucoup de gens non plus. C'est peut-être pas à moi qui parle aussi. C'est peut-être ça, c'est qu'ils ont un discours très précis pour une niche très précise. Et dans ces cas-là, si ça fonctionne pour eux, c'est l'essentiel. Mais ce que je veux dire à quelqu'un pour qui ça fonctionne pas, qui a du mal à décoller, vas-y, montre qui t'es, montre ce que tu fais, montre dans quoi t'es bon, sois authentique, vois ce que ça donne, fais. Mais en fait, je pense que et j'en ai parlé dans un dernier podcast, en fait, le problème et pourquoi toi tu es excellent, c'est parce que toi tu as le même principe que j'utilise tout le temps et dont je vous parle très certainement, c'est faire plus de ce qui marche. Tu regardes un truc qui marche, tu fais un truc, ça marche bien et ben tu en fais plus. Bah, ces gens-là, en fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font des trucs qui marchent pas, qui marchent pas, qui marchent pas, qui marchent pas et ils continuent à faire des trucs qui marchent pas en pensant que ça va marcher. En fait, non, faut que tu testes un maximum de choses, regarde ce qui marche et tu fais plus de ce qui marche. Tu testes un maximum de choses, tu prends ce qui marche, qui marche, qui marche, qui marche à chaque fois. C'est comme la fameuse blague du communisme en URSS. Les gens, ils leur disaient: «Mais ça marche pas le communisme», et ils répondaient: «Mais c'est parce qu'on en fait pas assez». C'est comme moi, j'ai vu, je vais être honnête, je fais un tweet du matin pour montrer un peu la discipline et ce que je veux faire, c'est montrer aux hommes comme moi qui ont des enfants, il n'y a pas que ceux qui ont des enfants, mais qui sont débordés, qui n'ont pas le temps. Parce que quand tu as 21 ans, et c'est pas méchant, quand tu as 21 ans et que tu n'as pas de responsabilité, passer 2 heures et demie à la salle de sport, prendre ton sac à dos, secouer ton shaker, nanana, prendre le temps de vivre, tu peux le faire. Et moi, je l'ai fait. Et j'ai aucun regret, et vous avez raison de le faire. Mais quand tu as 29 ans, 2 enfants, des factures, pas le temps, que tu as 3 courriers qui attendent d'être traités, que tu as bref, quand tu es débordé et que tu n'as pas le temps, tu peux vite mettre ton propre corps au second plan. Et si je me filme le matin et je me montre en train de le faire, c'est pour dire, les gars, il y a une solution. Vous pouvez le faire. Levez-vous un peu plus tôt ou couchez-vous un peu plus tard et faites-le. Et regardez, moi je le fais et je vous montre. Et pourtant, croyez bien que j'ai pas le temps. Pourtant, croyez bien que quand la journée est lancée, j'ai pas le temps. Et j'ai un gars en coaching, il s'entraîne avec ses petites filles parce qu'en fait, voilà, il n'y a pas le temps, tu vois. Il le fait. Et il le fait. Et c'est pas magique. Et c'est pas mieux. C'est mieux quand tu as le temps. Mais il le fait. Et ça donne des résultats. Je veux montrer pourquoi je tweete le matin pour montrer aux mecs qui sont comme moi qui peuvent le faire. Et ça, j'ai des DM qui me disent, tu m'as montré que je pouvais le faire, je le fais du coup maintenant et ça me fait plaisir. Je me vois changer. Ça c'est de l'or. Ça c'est de l'or. Et après, je fais un thread. Pardon. J'allais dire, c'est exceptionnel ce que tu dis. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que c'est aussi puissant ce que tu dis? Parce que tu le fais tous les jours. Je peux me réveiller, je peux venir et me dire, OK, je vais me réveiller à 7 heures, moi je me réveille tôt. Tu es toujours réveillé plus tôt que moi. Tous les jours. Tu es toujours là, tu le fais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Quelqu'un, tu disais quoi tout à l'heure? Tu disais la plupart des gens, ils viennent et ils disent des trucs, en fait, juste ils recopient, ils collent, ils copient, ils collent, ils copient, ils collent. Toi, c'est ta vie. T'es ton client. Tu parles à ton toi du passé. C'est ce qui fait que tu as Mm. autant d'impact sur les gens. Tu comprends? Il y a autant d'impact chez les gens parce que tu parles de ta vie, tu vois? Et c'est ça qui est exceptionnel. Mais ça, j'en avais pas trop conscience. C'est des personnes sur X qui m'ont dit que j'étais une personne avec pas mal de, enfin, personal branding, tu vois. C'est le mot à la mode sur X, qui voyaient ça chez moi, qu'ils arrivaient à déceler ça chez moi, tu vois. Moi, j'étais juste en train de faire mon contenu, comme je te disais, un tweet le matin vidéo et un thread par jour, parce que comme tu l'as dit, ça marche les threads. En fait, les threads, c'est un truc de fou quand c'est bien fait. Quand tu sais à qui tu parles, quand t'as un hook, quand tu sais ce que c'est que de mettre un vrai hook qui va attirer et pas juste un truc flingué qui va faire 4 likes, tu vois. Et ben, depuis, moi, vas-y, ça décolle, quoi. Mais c'est juste ça. Tu es venu, tu as testé des choses, tu as pris ce qui a tu vu que ce qui fonctionnait chez toi, c'était le fait de te filmer le matin et de mettre ton écran. Tu as vu que ça marchait bien. Tu as vu que tu as fait des threads avec des petits hooks, petites phrases, avec un hook puissant. Ça a marché, tu en as fait plus, tu en as fait plus, tu en as fait plus. Comme je t'ai dit, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des trucs qui marchent pas et après ils s'arrêtent. Après ils s'arrêtent, ils continuent à faire la même chose, la même chose, la même chose. Non. Ah ouais. Et un truc aussi, si ça ne marche pas pour vous, allez regarder ce qui marche pour les autres et regardez que ce que vous pouvez utiliser sur ce qui marche pour les autres. Vous voyez quelqu'un qui parle d'un sujet, par exemple Alexis, il parle du fait qu'il a envie d'être le meilleur père qui existe. Peut-être que vous aussi, vous êtes un parent. Peut-être que vous aussi, vous avez des enfants.
C'est quoi votre take sur le fait d'être un père? C'est quoi l'impact qu'ont eu vos enfants sur votre vie? C'est quoi l'impact qu'a eu votre femme sur votre vie? Prenez des sujets qui marchent bien et mettez-les à votre sauce. Parlez de vous-même, les gars. C'est pour ça Mmh. qu'Alexis réussit aussi bien, c'est parce qu'on parle de nous-mêmes. Et j'ajoute un truc, je crois qu'on en a déjà parlé précédemment à Nice, mais et tu vas peut-être me contredire Alexis là-dessus, mais les gens prennent des trucs, les adaptent, ça marche pas, ils prennent d'autres trucs et cetera et il y a aussi ce phénomène de je prends un truc et je me laisse pas le temps de le tester jusqu'au bout, tu vois? Alexis, Mmh. dis-moi si ça a été le cas pour toi, mais ta première ou tes 2 premières vidéos en mode, j'affiche mon téléphone et je on me voit en train de faire des burpees, est-ce que la première elle a marché directement, tu vois? Ah non, 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 clairement pas, mais il y a des moments où il faut persévérer. En fait, il faut persévérer sur la ligne de fond. Il faut se dire: «OK, ce que je veux, c'est gagner de l'argent sur internet. Comment je vais faire?» Et se laisser quand même le temps, comme tu le dis, tu vois? D'essayer, d'expérimenter, de trouver son client. Parce que si tu passes une semaine là, une semaine là, une semaine sur du drop, une semaine sur du SMMA, ce que tu veux, bien sûr que tu n'auras jamais de résultat et ça, tout le monde le dit, c'est inutile. Si tu te focuses sur une seule chose, peut-être que ça peut être intéressant et au bout d'un mois, peut-être se dire: «Non, en fait, je vois que ça parle à personne, je vois que ça fonctionne pas. Je vais essayer de switcher sur autre chose qui me parle». Mais moi, le sport, étant donné que c'est comme on le disait à Nice, mon avantage injuste, clairement, ça, je vois pas de quoi j'aurais pu parler d'autre. Et je pense qu'il y a plein de gars, en fait, qui pourraient avoir beaucoup de choses à dire d'eux-mêmes, comme ce mec qui fait de l'ultra. Moi, je trouve ça un truc de fou. Je pourrais peut-être payer, tu vois, un PDF m'expliquant comment faire mon premier ultra, tu vois. Peut-être. Envoie-le-moi, envoie le mec qui fait de l'ultra, envoie-le-moi, on va C'est s'occuper de clair, lui. c'est clair. Et c'est clair, absolument et il y a autre chose aussi là-dessus, c'est, là on est très égocentré, mais il faut aussi voir ça, on va dire du côté, lecteur. Ce que je veux dire par là, c'est, hem, par jour, on prend 30 à 40 000 décisions. 30 à 40 000 décisions par jour. Quand les gens sont sur Twitter, ils voient défiler, je sais pas, entre 50 et 2 000 tweets. Si tu balances une idée une fois, elle a pas le temps de résonner dans la tête de la personne et la personne n'a pas le temps de dire: «Alexis, sport, pour les gens qui ont pas le temps». En un tweet, ça se fait pas. Il va falloir peut-être 5, 6, 7, 20 itérations pour que le type dans sa tête, il crée ce qu'on appelle un modèle mental où il associe l to ta personne avec l'idée que tu véhicules. Ça se fait jamais en un ou 2 shots, donc tu dois comme tu dis, persévérer et répéter, répéter, répéter l'information suffisamment longtemps pour laisser le temps en fait aux gens de créer cette association dans leur Mmh. tête. Tout Non, à fait mais d'accord, ouais. c'est ça, et comme je t'ai dit, Alexis aussi, c'est un exemple pour tous les mecs qui sont sur Twitter, parce que regardez le volume qu'il met. Et moi, je vais vous dire un truc, le meilleur truc que vous pouvez faire pour venir et pour prendre de la confiance, c'est qu'allez venir et allez dans les recherches avancées sur Twitter et allez voir mes anciens tweets à moi. Allez voir mes premiers tweets à moi, allez voir les premiers tweets d'Alexis. Vous allez voir que c'est pas du tout les mêmes tweets qu'on fait aujourd'hui et O'Reilly. J'ai même envie de dire autre chose, ouais, mais me mets même pas dans la boucle, moi je suis sous le tapis, tu sais? Eh Hem, non, dis pas ça. mais ce que je veux dire, c'est le volume qu'il envoie, mais il faut rajouter une étoile sur qu'il envoie avec le temps disponible qu'il a. C'est surtout ça qui fait que l'équation, elle est Ah, folle mais et ça, les moi, gens réalisent pas. Vas-y, les vas-y. threads que je fais, les gars, c'est je les fais sur mon téléphone quand j'ai 5 minutes. Je fais rien sur mon ordi. Je n'ai pas le temps. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai autant de fautes et que je m'oblige à venir corriger ça. Mais je fais tout sur mon téléphone. Tout, tout, Ah là, tout, ton tout. ton bureau, il est aux toilettes, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est, tu vois, quand les petits, mais même des fois, il y a des matins où je n'ai pas le temps de m'entraîner parce que la vie fait que, ben, je m'entraîne pendant que mes enfants, tu vois, prennent le bain et je suis juste à côté, je fais des pompes, j'en sais rien, tu vois. Mais les threads que j'envoie quotidiennement, tout est fait depuis mon téléphone parce que j'ai pas le temps de me poser devant l'ordi, de réfléchir à un sujet, de dire le hook, non, il faut que ça aille droit au but, efficace, et il y a pas le temps, en fait. Et je pense que les consommateurs de X sont dans la même optique. Ils ont pas le temps, la plupart du temps. Il y a qu'un gars, franchement, qui est hyper bon sur X pour, je trouve, hein, tu vois, narrer une histoire. C'est N, le disciple, l'avocat. Vraiment, lui, tu vois, son thread, j'ai envie de prendre le temps de le lire parce que je trouve qu'il écrit très bien et que c'est agréable de le lire. Mais globalement, après, les gens veulent, OK, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour moi? Boum, 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 balance, balance, le hook, il faut que tout de suite ça m'accroche, il faut qu'il y ait une image qui m'accroche, il faut que ça enchaîne, il faut que ce soit rapide. C'est comme ça que je vois les choses. C'est un peu fast value, tu vois. Mais tu as totalement raison. Tu sais ce que je dis aux gens, à tous mes clients? Je leur dis: «Les gars, on va pas se mentir, c'est chiant de lire. Aujourd'hui, avec TikTok, avec YouTube, avec Instagram, ils ont du contenu qui va à l'infini, qui va hyper vite. Apportez de la valeur vite. Ne rallongez pas trop, utilisez pas trop de mots trop compliqués, trop machin. Donnez de la valeur vite, allez plus vite. Regarde-toi, tes threads, pourquoi ça marche bien? C'est petite phrase, petite phrase, petite phrase. Tu donnes les exos machin et une vidéo de toi. Exo machin, vidéo de toi. C'est ce qui fait cet impact, tu vois? Et il y a aussi un truc, c'est que c'est cette confiance qui se crée dans la tête des gens.
C'est-à-dire que maintenant, quand on voit un thread d'Alexis, on sait que c'est de la qualité. Quand on voit un thread, par exemple, de moi ou de comme, le N, il s'appelle l'avocat que tu as dit ça. Oui. Tu vois ce truc de te dire, OK, Ouais. lui, son thread, j'ai envie de prendre du temps à l'écrire. Et ça se construit en apportant de la valeur. Les gens, ils ont trop peur d'apporter beaucoup de valeur. Apporter beaucoup de valeur parce qu'après, vous avez cet espace dans la tête des gens qui est intéressant, qui va vous faire que ben, on va prendre plus de temps pour vous lire. On va venir et vous allez avoir une plus grande place dans notre estime qui fait qu'on va pouvoir plus acheter vos produits, etc., etc. Clairement, j'aimerais rebondir sur une chose aussi, Anis, qu'on a vu ensemble lors du coaching, c'est de donner le... Ah, j'ai oublié. Donner le contenu. En fait, moi, les gars avec qui je bosse, ils trouveront tout le contenu dans mes threads. C'est-à-dire que tout ce que je leur dis, c'est dans mes threads. Mais par contre, ce que je vais vendre, c'est la personnalisation. Et ça, C'est c'est ça. toi qui m'as appris. C'est donner toute la valeur et vendre l'implémentation. Tu vois, il y a des milliers de gens qui sont coachs sportifs. Tu sais, il y a des milliers de gens qui sont coachs sportifs et qui peuvent venir et voir, comme tu l'as dit, ils ouvrent une vidéo YouTube, eh ben, ils vont avoir là. Ils vont avoir tous les autres qu'ils vont pouvoir faire. Mais le fait de t'avoir toi, Alexis, à côté d'eux, ça vaut tout l'or du monde, tu vois. C'est ça, on vend la personnalisation, on vend le fait que la personne soit avec nous, que ce soit un accompagnement qui va au-delà de ça. On a bientôt dépassé une petite heure, mais j'aimerais parler d'un dernier sujet avec Alexis parce que je pense que ça a été une grande force pour toi et je pense que ça peut aider beaucoup de gens. C'est l'impact d'avoir un petit groupe de mecs qui font la même chose que toi. Parce que je sais que toi, tu es bien entouré sur Twitter avec un petit groupe, Ouais, avec Zoz, ouais, a.k.a. on a Zob, commencé mon, ensemble. mon pote le Zob, David, Constantin, etc., etc. Donc j'aimerais que tu parles un peu de ça, du fait d'avoir un groupe de personnes et l'impact que ça peut avoir sur ta réussite sur Twitter. J'ai même envie d'ajouter un truc avant que tu répondes, s'il te plaît. C'est je pense que c'est une peur de ouf parce que les gens s'imaginent tous les aspects néfastes de la concurrence. Genre, je veux pas me connecter avec quelqu'un qui fait la même chose que moi parce que c'est mon concurrent, il va prendre mon marché. Bah, Constantin et moi, par exemple, on est exactement pareil, tu vois. On est deux papas, on n'a pas le temps, on a des entraînements relativement similaires. En fait, depuis le début, moi, les mecs, de toute façon, tu le sens tout de suite, les gens avec qui tu as envie de bosser. Les gens solides, naturels, purs. Il y a un truc très simple qui se dégage d'eux, tu vois. Et on a un groupe sur X qui est là depuis le début et les gens se sont rajoutés au fur et à mesure. On appelait ça le Fight Club, tu vois. Et en fait, c'est juste les gars avec qui on s'entend bien. Et tu vois, quand je suis en train de créer ma page de vente, je leur envoie. Puis ils me la démontent, tu vois. Ils disent ça va pas, ça va pas, change ça, change ça. Ok, parfait, cool. Je vais pouvoir modifier rapidement les choses. Programme sportif, genre envoyé le programme B320, ils m'ont dit ça va pas, non, non, non. Bah, ok, cool, on reprend à zéro, alors on est reparti. Et c'est hyper important parce qu'on se soutient et puis on est aussi nos propres clients, tu vois. Il y a des choses très intéressantes que les gars sont en train de mettre en place. Je peux pas dire ce que c'est pas encore annoncé, mais en fait, on s'aide mutuellement et non pas seulement en mode groupe de soutien, tu vois. Je trouve personnellement que ça marche pas. J'ai fait partie de groupe de soutien, je trouve que personnellement ça ne marche pas. Mais bon, en tout cas, c'est intéressant au début pour sortir vraiment de terre. Mais une fois que tu es sorti de terre, ça sert plus à rien, selon moi. Et c'est plutôt pour l'aspect psychologique, les tips, les conseils qu'on pourrait trouver sur X. Moi, ces gars-là, ils m'ont beaucoup aidé. Z, tu vois, David, Constantin, d'autres, tu vois, Kylian qui est très peu présent, mais bref, Emilien aussi qui est en train de débrancher. Puis tu vois aussi, voilà, les gens qui débranchent, tu les vois sur X, tu les vois aussi dans ton groupe à toi. Les gens qui ont débranché, et puis ceux qui ont persisté, ce qui gagnent. C'est, Ça, c'est c'est... Ouais, dis-moi, vas-y. j'allais dire, ça, c'est une leçon de fou parce que ça, c'est un truc que tout le monde doit réaliser. La vie, c'est un jeu où toi, tu joues seul alors que jouer en équipe est autorisé. Tu vas Non, forcément perdre en fait. non, mais c'est la vérité. Et surtout, avoir un groupe de personnes qui font la même chose que toi, qui ont les mêmes objectifs que toi, on ne se rend pas compte de la puissance que c'est. Comme on dit, vous connaissez tous cette phrase qui dit on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. En fait, c'est ça. Si tu es entouré de 5 mecs qui veulent faire la même chose, si tu es entouré, par exemple, tu es dans une maison avec Alexis, Constantin et l'homme de l'Est. Dis-moi que tu fais pas du sport tous les jours. Tu vois. Dis-moi que tu te réveilles pas à 5 heures du matin pour bosser. En fait, c'est juste Sinon, ça. Si tu es entouré, sinon, ils te jettent, les gars. vraiment, si tu es entouré de 5 mecs qui viennent et qui veulent réussir sur Twitter, bah, tu seras un mec qui va réussir sur Twitter. Pourquoi? Parce que vous êtes tous là, vous poussez. Créez des petits groupes. Prenez 2-3 mecs qui font la même chose que vous, entre guillemets, qui parlent du même sujet que vous ou tout ça. Et j'ai un truc hyper important à dire et que Alexis a très très bien compris. Tous les coachs sportifs sur Twitter, vous n'êtes pas en concurrence. OK? Sur Twitter, il doit y avoir minimum 100 000 personnes qui veulent avoir un meilleur corps. Est-ce que vous pouvez prendre 100 000 clients? Non. Vous pouvez prendre minimum 10, 15, 20 clients. Vous n'êtes pas en concurrence. Votre but à vous, c'est de créer votre propre histoire. Attirer les gens qui vous aiment pour les valeurs que vous êtes. J'arrêterai pas de répéter ça. Partagez vos valeurs pour attirer les gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Vous n'êtes pas en concurrence avec les gens. C'est ça la puissance du personal branding. OK? Et donc vraiment, entourez-vous de bonnes personnes. Je te laisse le mot de la fin sur ça, Alexis? Sur le fait d'avoir un groupe autour de soi? Je suis tout à fait d'accord aussi sur le fait d'être entouré des 5 personnes. On est la moyenne des gens qui nous entourent et je suis tout à fait d'accord avec ça. Vraiment, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des gens qui me correspondaient parce que je trouvais pas de gens suffisamment ambitieux dans mon cercle, surtout en restauration ou dans d'autres secteurs, bref, dans la vie en général.
j'aurais pas les gens suffisamment ambitieux. Et sur X, je les ai trouvés. Bien qu'ils soient pas forcément tous dans le sport, vraiment, on a tous un truc commun, on fait tous du sport. On vend peut-être pas tous des services de sport, mais truc commun, on fait tous du sport, on essaie tous de se dépasser. Et effectivement, c'est essentiel de s'entourer de gens bienveillants, non toxiques, des gens qui nous veulent du bien, à qui on veut du bien et qui nous aident. L'entraide, c'est essentiel. T'as tout à fait raison. Ça me fait penser quand je joue à Dofus au système de guilde, tu vois. Il y a une guilde. Non, mais c'est totalement ça. Et moi, ça fait un peu plus d'une heure, donc on va finir l'épisode. Moi, je veux dire un mot de la fin. Et je pense vraiment, Alexis, et je le pense pour de vrai, tu vas devenir une superstar. Moi, je pense que la continuité de ça, et je le pense vraiment, et je pense que tu devrais le faire, c'est un podcast avec soit tout seul, soit avec Constantin. Je pense qu'avec Constantin, ça pourrait être un truc sympa. Et pour partager tes valeurs, parce que comme je t'ai dit, les valeurs d'être un meilleur père, c'est des valeurs qui sont exceptionnelles. Et on a besoin de gens comme toi qui vraiment parlent à cœur ouvert et qui partagent et qui montrent qu'un homme, c'est pas le fait juste d'être les red pills horribles qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux et à côté, à droite, les ultra féministes. C'est le fait de montrer qu'on a juste besoin d'être une bonne personne, essayer de faire le maximum, prendre soin de nos proches, prendre soin de notre famille. Et je trouve que tu partages des valeurs vraiment magnifiques. Et je pense que vraiment, vu le personnage et vu l'authenticité que tu as, sur plusieurs réseaux et le fait que ton message touche un maximum de personnes, va avoir un vrai impact sur le monde en France parce que je le pense vraiment. Et je pense que la prochaine étape, ça va être la vidéo avec YouTube, avec les podcasts. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite. C'est gentil, merci beaucoup. Merci à vous, les gars. Les gars, Riley, je vais te laisser finir. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Bah écoutez, ouais, c'était le premier podcast invité et on est vraiment très honorés de t'avoir eu, Alexis, c'est top. J'espère que tu pourras revenir quand tu auras atteint le 1 million d'abonnés la semaine prochaine. Mais Là, je suis Shadowban, tu vois, donc il n'y a pas de bilan à ce prochaine en fait. Écoute, voilà, tu reviendras quand tu seras des ban et que tu auras fait ton 1 million d'abonnés. Et d'ici là, les gens, si vous voulez plus d'invités, dites-le nous en commentaire. Si vous avez des questions pour Alexis, allez sur son Twitter, connectez-vous, interagissez avec lui. Si vous voulez parler avec Anis ou moi, n'hésitez pas, connectez-vous sur nos réseaux sociaux. On leur souhaite tout le bonheur et toute la réussite du monde. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter. On se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Salut tout le monde.